Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je viens vous parler de Critical Role. Et oui, mais pas spécifiquement de leur actual play. Je vais plutôt faire un retour sur le document d'introduction qui fut offert la même journée que la diffusion de leur tout nouveau show, Candela Obscura. Candela Obscura, c'est en premier lieu le nom de leur nouvelle aventure, mais c'est aussi le nom du jeu qui est utilisé pour motoriser cet actual play-là. Dans Candela Obscura, vous prenez le rôle d'enquêteur qui travaille pour un ordre ésotérique, le Candela Obscura. C'est un jeu d'horreur gothique où des individus aux talents variés sont réunis ensemble pour travailler pour l'organisation et contrer des menaces étranges, manipuler des magies dangereuses, lutter contre des mystérieuses sources de corruption. C'est le premier jeu de rôle qui va utiliser le système Illuminated World, qui est comme un nouveau système de jeu qui va utiliser des dés à 6 faces et qui se prête beaucoup pour une aventure très narrative. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de mettre des choses en perspective. Oui, le jeu se voit accouder l'étiquette Critical Role, mais il est impératif, selon moi, de nommer les deux têtes pensantes du jeu, c'est-à-dire Spencer Stark et Rowan Hall, dont, entre autres, Spencer Stark est reconnu pour avoir désigné Alice is Missing, Icarus ou Kids on Broom. Alors oui, il y a l'Actual Play qui fait la promotion du jeu, des figures de proue qui vont promouvoir le tout via des vidéos et des productions web de grand talent et de grand budget, mais il est important selon moi de ne pas négliger les autres têtes pensantes qui sont derrière le projet et qui sont peut-être moins sous la lumière des projecteurs. Comme mentionné précédemment, je ne vais pas vous parler du show parce que je ne l'ai pas écouté encore, mais je vais vous parler du jeu en soi. De un, parce que je trouve ça très intéressant de se pencher sur un nouveau jeu, même si celui-ci n'est pas encore complet, c'est le guide d'introduction, mais aussi de deux, parce que je suis très curieux de voir comment est-ce que ce show-là va vivre un peu sa propulsion médiatique via un vecteur comme Critical Role et qu'est-ce que ça peut apporter dans le monde du jeu de rôle dans le pas si lointain. Est-ce que ça va créer des petits, comme on dit au Québec? Est-ce qu'il va y avoir d'autres jeux qui vont se faire et qui vont fonctionner sur des mécaniques de D6 plutôt que des mécaniques de D20? À suivre. Donc, on connaît déjà le thème de Candela Obscura, autant pour le jeu que pour l'ambiance qui est mise tout de même dans le show, même si je ne l'ai pas écouté, je me suis informé. C'est gothique, c'est victorien, c'est steampunk-ish surnaturel dans un monde qui va rappeler autant une version paranormale de Londres brumeuse, mais aussi d'une Nouvelle-Orléans humide. C'est tellement une thématique qui mord bien, les gens aiment ça. Ils ont vraiment été chercher une vibe qui ne va pas déloger d'un cadre si facile à identifier et à reconnaître. Et c'est très facile pour des personnes de se créer des référents personnels selon votre propre vision de ce tableau qui inspire de nombreuses œuvres de fiction. Mais côté système, ça ressemble à quoi? La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est directement inspiré par un jeu du nom de Blades in the Dark, autant dans les thèmes que dans les mécaniques. Et je dis pas ça de manière péjorative, pour que ce soit bien clair. L'inspiration d'un système et des thématiques dans le monde du jeu de rôle, c'est un peu comme les eaux internationales. Il n'y a pas d'appropriation de mécanique à un jeu. Tout se mélange, tout s'emprunte, tout s'inspire et je trouve ça bien correct comme ça. Mais il faut appeler un chat, et c'est bien basé sur Blades in the Dark dans le fond comme dans la forme. Pour ceux qui ne connaissent pas, Blades in the Dark est un jeu qui propose comme lieu principal l'intrigue d'une ville imaginaire du nom de Duskvol, qui va mélanger un peu les technologies du 19e siècle et de fantasy urbaine, dans cette espèce de monde industriel hanté, plongé dans une nuit perpétuelle à la suite d'une grande catastrophe. Les joueurs vont incarner des membres d'une organisation criminelle, des assassins, des voleurs, des contrebandiers. Ils doivent grimper l'échelle de la pègre pour obtenir argent, gloire et territoire. Les personnages des joueurs sont définis à partir d'archétypes nommés Playbook, avec chacun leur propre levier de progression dans le jeu. Même à la base, Blades in the Dark est directement inspiré par les jeux qu'on dit Powered by the Apocalypse, dont j'ai déjà amplement parlé sur la chaîne. Mais là, je m'éloigne. On va rester à Candela Obscura. Comme mentionné, ce jeu-là utilise le système de Illuminated Worlds, conçu par Strass Asimovic et Laila Adelman. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a Spencer Stark et Rowan Hall qui s'occupent en fait de les spécificités qui sont précises pour Candela Obscura, mais à la base, vraiment, le squelette du système de jeu est conçu par M. Strass Asimovic et Laila Adelman. C'est deux gros noms du jeu de rôle indépendant. Strass Asimovic a justement travaillé sur le système de Blades in the Dark. Donc, on comprend que les références entre Candela Obscura et Blades in the Dark sont normales, là. Alors que Laila Adelman est une créatrice de génie qui a désigné entre autres The Stygian Library, que j'ai d'ailleurs quelque part dans ma bibliothèque, un merveilleux volume qui explore en fait justement des bibliothèques universelles hors du temps et de l'espace. C'est un bonbon, c'est du bijou, pour vrai, c'est tellement bon comme livre, là. Donc,
c'est les deux gros noms qui s'occupent vraiment de la base du système de Illuminated Worlds qui va servir à plein de jeux, dont Candela Obscura. Alors, le système de Candela Obscura, et donc de Illuminated World, est conçu pour un jeu rapide, facile à prendre en main et de style cinématographique. Style cinématographique, ça ne veut pas dire grand-chose, outre que ça doit être fluide puis que ça peut s'adresser à un public assez large. C'est justement un jeu parfait pour, disons, des acteurs qui font des actual plays et qui veulent les publier pour que les gens puissent les écouter et que ça soit le fun autant d'un point de vue mécanique que dans l'histoire. Dans ce système, les personnages sont classés par l'une des catégories suivantes que j'ai traduit en français. Il y a le visage, le muscle, l'érudit, le fuyard et l'étrange. Il s'agit d'archétypes très généraux qui sont conçus pour englober un large éventail de compétences, de professions, de parcours de vie ou de préoccupations plus spécifiques. Par exemple, le fuyard pourrait être un criminel de carrière qui est adepte de magouille et de se déplacer dans l'obscurité pour mener à bien ses méfaits, mais il peut aussi être un détective qui va utiliser l'intelligence et ses connaissances de la rue pour garder une longueur d'avance sur les criminels qu'il poursuit. Ensemble, les personnages vont aussi devoir tenir une feuille qui représente l'organisation pour laquelle ils travaillent. Ça va permettre de suivre un peu leur progrès au sein de celle-ci, mais aussi les ressources qu'ils vont pouvoir utiliser lors de certains temps morts pour soit se soigner, se ressourcer, obtenir des bonus temporaires. Et comme dans Blades in the Dark, cette feuille-là qui représente leur organisation va se développer au fil du temps pour refléter les exploits que les différents personnages vont accomplir au courant de la partie. Le jeu est structuré autour de missions. C'est des petits arcs narratifs qui vont prendre environ entre 2 ou 3 sessions de jeu pour être résolus. Une enquête sur une mission va suivre un chemin relativement structuré, en commençant par l'arrivée à Candela Obscura, suivi par des recherches d'indices, l'escalade narrative sur la situation qui va peut-être évoluer ou se dégrader, des rebondissements pour finalement aboutir sur une révélation finale ainsi qu'une conclusion. La mission inclut, il y a une mission qui est incluse en fait dans le document de base du Quick Start. Je ne l'ai pas encore lu. Malheureusement, je ne sais pas du tout ce qu'elle représente, mais je sais qu'elle suit un peu ce cheminement-là précis qui est proposé pour chaque aventure. Le système de Illuminated Worlds et donc de Candela Obscura utilise une pool de D6, donc un paquet de D6. Lorsqu'un joueur veut faire quelque chose, eh bien, il doit choisir une action parmi une liste disponible et lancer un nombre de D6 égal à sa valeur dans cette action-là. Les actions sont les suivantes. Il y a se déplacer, frapper, se contrôler, lire la situation, se cacher, enquêter, avoir du focus, utiliser ses sens. Et le but, en fait, c'est d'obtenir le plus haut possible sur au moins un dé. Un résultat de 1 à 3. Mettons que le joueur lance son paquet de D6 et que le plus haut résultat va de 1 à 3, eh bien, ça correspond à un échec. Dans ce cas-là, bien, ça va vraiment avoir des répercussions négatives. Si le résultat le plus élevé va être 4 et 5, ça correspond à une réussite, mais avec une complication, potentiellement un contre-coup ou une décision difficile. Et s'il y a un 6, eh bien, c'est une réussite. Et s'il y a plusieurs 6, eh bien, c'est une réussite majeure. Il peut avoir des effets supplémentaires à ce que le personnage souhaitait entreprendre. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais seulement pour le mentionner que dans les échecs ou les complications qu'il peut avoir lorsque le jet n'est pas assez élevé, eh bien, ça peut être influencé selon le type d'enjeu en cours. Si, admettons, l'enjeu est quand même assez grave ou si l'enjeu est plutôt, on va dire, moins important, eh bien, les répercussions que le personnage va avoir vont être directement influencées par ceux-ci. Il y a bien sûr d'autres mécaniques qui sont définies un peu par le rôle que les personnages vont jouer et qui permettent de rajouter un peu leurs petites épices personnelles et de personnaliser leur approche, mais aussi également leur relance. Si, admettons, ils peuvent dépenser certaines ressources pour pouvoir relancer certains dés pour, on va dire, augmenter leur chance de réussite. La santé ou les points de vie vont fonctionner avec des zones que les personnages doivent cocher à mesure qu'ils avancent dans l'adversité. Il y a des zones qui sont au niveau du corps, du cerveau et du sang. Lorsque le personnage a une blessure physique, c'est le corps. Lorsque le personnage est stressé, c'est le cerveau. Et lorsqu'il y a une corruption basée sur la magie, eh bien, c'est le sang. Une fois que toutes les cases sont cochées, le personnage prend une cicatrice qui représente un peu un changement à long terme qui est basé sur l'événement qui vient de se dérouler. Qu'est-ce qui a causé cette cicatrice-là? Et chaque personnage peut avoir jusqu'à 3 cicatrices. Pour l'expérience, les personnages avancent en groupe. Dans le fond, oui, les personnages ont leur propre objectif personnel, mais aussi l'objectif du cercle, de l'organisation pour laquelle ils travaillent. Et plus la partie avance, à chaque fin de game, ils doivent en fait répondre à des questions pour voir s'ils ont bien rempli les objectifs du cercle. Et si c'est le cas, bien celui-ci peut augmenter et offrir certains bonus. Mon impression globale de ce que je peux voir pour l'instant du jeu, ça me fait beaucoup penser à un mix entre Blades in the Dark pour les mécaniques de base, les rôles, les dés, le thème, mais aussi certains jeux du Years
Zero engine comme Mutant Year Zero ou justement Weizen qui va utiliser une gestion de l'organisation pour laquelle les personnages travaillent, mais aussi pour le fonctionnement des blessures par état que les personnages doivent cocher à mesure que l'adversité arrive. J'aime le concept qui consiste à faire monter en équipe en utilisant justement les objectifs de l'organisation pour laquelle ils travaillent. Je trouve que c'est encourageant. Il y a un aspect que je trouve important de mentionner. J'adore, je dis bien j'adore les systèmes de jeu qui fonctionnent avec les nuances de réussite. Je suis un peu tanné, même si je vis très bien avec ça, avec les jeux qui ont une tranchure très nette entre la réussite et l'échec. Donc lorsqu'il y a un système qui me propose une réussite mitigée, qui offre des possibilités de prise de risque et de choix à faire, c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup. Stimuler ça dans mes parties. Je comprends que là, il s'agit d'un guide d'introduction. Ainsi, il va manquer des éléments, c'est pas tout qui est présenté et il y a des précisions qui manquent. Mais c'est là où je vais en venir avec mes réussites mitigées, même si c'est le genre de choses que j'apprécie énormément, c'est aussi une mécanique qu'il faut être bien à l'aise à utiliser. Parce que si on parle un peu de statistiques, on a une probabilité d'échec environ de 13%, avec 3d6, où un échec, c'est vraiment pas une réussite mitigée. Pas une réussite, un échec où, point barre, les joueurs n'ont pas réussi ce qu'ils souhaitaient entreprendre. 13% avec 3d6. Ça équivaut environ à un niveau de difficulté de 4 avec un lancer de D20, ce qui est quand même vraiment, vraiment bas. Donc, la façon dont le maître de jeu va expliquer, va utiliser les succès mitigés est super importante parce que la grande majorité des jets que les joueurs vont faire vont être des succès ou des succès mitigés. L'équilibre entre la réussite et, on va dire, ce que les joueurs doivent faire ou doivent choisir ou doivent, on va dire, avoir comme contre-coup pour une réussite mitigée va vraiment être importante parce que la nuance, elle doit être faite. Et pour l'instant, bien, le guide d'introduction n'a pas beaucoup d'aide à ce sens-là, mais c'est correct parce que c'est un guide d'introduction. Mais le jeu final, lorsqu'il va être disponible, j'espère sincèrement qu'il va avoir on va dire plein d'exemples qui vont être offerts ou plein de mises en situation où est-ce que les personnes vont pouvoir interpréter ce qu'ils peuvent considérer comme étant une réussite mitigée. Et là, c'est là que je pense que plusieurs maîtres de jeu habitués au système D20 vont peut-être y avoir une certaine difficulté. Pour un public qui suit Critical Role, beaucoup n'ont goûté qu'à la 5e édition. C'est pas péjoratif encore une fois, je veux le mentionner, là, je frappe pas sur personne, mais beaucoup ne jurent que par la 5e édition. Et ils veulent se lancer dans Candela Obscura parce que le groupe qu'ils suivent décide de se lancer dans ce jeu-là, il va falloir calibrer le concept de réussite mitigée parce que pour l'instant, le guide n'en parle pas assez à mon goût et c'est correct. C'est un incroyable couteau à double tranchant qui peut offrir des moments d'une grande richesse sur la prise de risque, mais qui demande au maître de jeu d'être constant et réactif sur ce qui se déroule dans la partie. Mais j'ai hâte de voir. Et tout de même, je suis très curieux de voir comment est-ce que ce jeu-là va évoluer avec le temps, de remarquer s'il va avoir des répercussions dans le monde du jeu, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et aussi de voir s'il va continuer, on va dire, sur la ligne qui le relie à Blades in the Dark, ou si on va quand même se scinder et découvrir des nouvelles mécaniques qui proviennent peut-être de d'autres jeux. Pour moi, c'est tant qu'il y a des nouvelles choses qui se déroulent dans le monde du jeu, tant qu'il y a des nouvelles gammes qui sortent et des nouveaux joueurs qui expérimentent des choses et qui découvrent des nouvelles manières de jouer, je suis content. Donc, si jamais vous l'avez lu, je serais curieux d'avoir votre avis. Si vous avez une impression complètement différente de moi aussi, je serais curieux de savoir. Si vous avez écouté l'épisode, dites-moi en commentaire, je serais curieux de savoir est-ce que vous avez aimé ça, est-ce que vous avez trouvé ça intéressant. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.